Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle escale inspirante et c'est un épisode très spécial parce que j'aurai le plaisir de l'animer avec mon invité du jour, donc le docteur Denis Quester. Bonjour Denis. Bonjour Soraya, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous virtuellement, mais dans la pensée aussi. Eh bien, je suis ravie déjà de t'accueillir aujourd'hui. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation et de nous parler en fait de ce sujet qui est aussi nouveau pour moi, à savoir le biohacking. Mais avant, si c'est la première fois que vous arrivez sur ce podcast, eh bien, sachez que je m'appelle Soraya et ma mission est de vous aider à repousser les frontières mentales en travaillant sur votre confiance en vous, votre leadership et votre performance pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre tête et vous épanouir sur le long terme. Donc, si vous voulez en savoir plus sur mon univers, je vous invite à me rejoindre sur mon site internet www.exploreyourselfcoaching.com et aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Instagram sous le pseudo Explore Yourself Coaching. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en description de cet épisode. Donc, encore une fois, Denis, bienvenue. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Donc, est-ce que tu Merci. peux te présenter? Ok, donc Voilà. docteur Denis Coster, donc je suis médecin anesthésiste réanimateur depuis une quinzaine d'années à peu près. J'exerce dans une clinique parisienne et en fait au cours de mes études, je me suis beaucoup intéressé à la santé dans sa globalité. Je me suis rendu compte que notre médecine occidentale allopathique était très puissante pour les maladies, mais que finalement, pour les maladies aiguës, disons, mais que concernant la santé, la prévention santé et les maladies chroniques, finalement, la médecine pêchait un petit peu. Par exemple, la médecine ne soigne pas l'hypertension, elle permet d'équilibrer l'hypertension, mais c'est un traitement à prendre à vie, hein. C'est pareil pour le diabète, hein. La médecine ne soigne pas le diabète, mais elle accompagne, elle équilibre le diabète au cours de la vie. Et donc, ça m'a permis de m'intéresser à tout le lien corps-esprit. Je me suis rendu compte à quel point, finalement, la limite de l'accompagnement de l'esprit, c'était le corps, et la limite du corps, c'était l'esprit. Et donc, ça m'a conduit à m'intéresser tout d'abord à des techniques corps-esprit comme l'hypnose, hein. Je suis instructeur international en hypnose. Je suis instructeur auprès de la National Guild of Hypnotists, donc l'association américaine d'hypnose. Je suis également coach, hein. J'ai été certifié coach santé par Robert Dills. Certains connaissent Robert Dills. Et chemin faisant, je me suis donc intéressé aussi à la médecine anti-âge. J'ai le plaisir d'avoir été le premier médecin titulaire des 2 diplômes universitaires de médecine anti-âge qui existent en France. Donc voilà, ça m'a permis vraiment de m'intéresser dans une médecine de prévention. Et finalement, je me suis rendu compte que la médecine allopathique, elle permet de passer d'un état de malade à un état d'une personne, on va dire, bien portante, que la médecine anti-âge de prévention va faire en sorte de rester bien portant. Mais je me dis, on peut aller plus loin, et c'est comme ça que j'ai découvert le biohacking. Le biohacking, c'est quoi? C'est l'idée non plus de se contenter d'être bien, c'est l'idée d'optimiser nos capacités physiques et mentales, évidemment dans la limite de ce qu'est notre humaine condition, hein. J'insiste bien, c'est-à-dire que on n'est pas dans le transhumanisme. L'idée n'est pas, par exemple, de se mettre je sais pas, un œil bionique ou de se mettre des prothèses dignes de la science-fiction. Non, l'idée, c'est vraiment d'aller au maximum de nos capacités humaines qui sont déjà extraordinaires. Voilà, C'est c'est ça. mon parcours. Ok, super, mais c'est un très très beau parcours. Bravo à toi. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, on a du potentiel, mais je pense qu'on le sous-exploite, ou en tout cas, on nous a pas appris à l'exploiter au plus haut niveau. Et comment tu es arrivé au biohacking du coup? Parce que tu es médecin, donc tu as eu un parcours, on va dire médical classique. Mhm. Et Alors, d'où ça vient? Comment ça t'est venu? Alors, ça, c'est une question intéressante. En fait, tout d'abord, comme quasiment tout le monde en France, j'ignorais totalement ce qu'était le biohacking jusqu'à il y a à peu près 2 ans. C'est à peu près 2 ans que vraiment je m'intéresse et que je développe le biohacking, ce qui m'a conduit d'ailleurs à écrire le premier livre en français sur le biohacking et à faire la première formation en français sur le biohacking. En fait, ce qui m'a conduit à ça, c'est que j'expérimentais déjà sur moi-même énormément de choses dans une recherche d'optimisation par rapport aux patients aussi que j'accompagnais. Il y en avait qui me demandaient
une fois qu'ils étaient bien, d'être mieux. Et donc, je voyais comment, avec les techniques médicales que j'avais pu apprendre ou le coaching, comment permettre justement d'optimiser les capacités physiques et mentales. Et un jour, en fait, en discutant avec un ami qui connaît bien le marché US, il m'a dit, mais en fait, tu sais, ce que tu fais aux États-Unis, ça s'appelle le biohacking. Tu devrais te rapprocher de ce milieu-là. Et donc, effectivement, voilà, je me suis intéressé, j'ai vu que c'était totalement en adéquation avec non seulement ce que je faisais, mais également ma vision des choses. Ça m'a conduit même à avoir des contacts aux États-Unis maintenant. Donc, je suis également, je fais partie, on va dire, du staff de Biohacker Magazine aux États-Unis. Donc, vraiment, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Ok, il y a peut-être un côté mode de se dire on va optimiser, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que nous sommes français et nous avons une manière de voir les choses qui est un petit peu différente de celle qui peut être vue par les Américains. Les Américains vont vouloir utiliser le biohacking pour augmenter leur performance, leur productivité, travailler plus, en faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Nous, les Français, nous sommes très, très enclins à nous intéresser à notre art de vivre à la française. Et ce qui est Exactement. intéressant, c'est que le biohacking, finalement, comme l'idée n'est pas que d'augmenter notre, notre efficacité, c'est plus d'augmenter notre efficience, c'est-à-dire de faire mieux, de faire peut-être plus et peut-être en moins de temps. Et donc avoir éventuellement plus de temps libre à côté. Et en plus, comme on est en meilleure santé, non seulement ce temps libre, on l'a pour nous, mais en plus, on peut en faire bénéficier nos proches parce qu'on est plus en forme, voilà, plus énergique, plus motivé. C'est vrai que, bah, moi, à titre personnel, je me sens, concernée à 3000%. C'est vraiment, le but, c'est, voilà, d'en faire plus, le moins de temps possible et avoir du temps de qualité avec les personnes que j'aime et même pour moi, pouvoir faire des choses que je pouvais pas faire avant. Par exemple, quand j'étais cadre, je pouvais pas profiter, de mes week-ends ou de ces jours-là parce que j'étais fatiguée et je ne suis pas encore arrivée à là, mais j'y travaille. Donc c'est vraiment quelque chose Ben, de bien. en fait, c'est là où je dis que moi j'ai été mon premier terrain d'expérimentation du biohacking parce que, voilà, bon, pour la petite histoire, j'ai 49 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, ça va de 11 ans à 19 ans, donc beaucoup d'occupations. Je suis médecin anesthésiste réanimateur, donc un boulot prenant avec des Mmh. gardes, parfois des nuits blanches. À côté de ça, bah, depuis 2 ans, j'ai écrit plusieurs livres. J'ai écrit un livre sur zéro sucre grâce à l'auto-hypnose, donc comment diminuer l'addiction au sucre grâce à l'auto-hypnose et également à la micronutrition, hein. Le, le livre s'appelle Zéro sucre grâce à l'auto-hypnose, mais dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours associé des techniques mentales, hein, donc souvent l'hypnose, la PNL et le coaching, à des techniques physiques, de corps-esprit, d'interaction avec le microbiote, de micronutrition, de nutrition. Donc voilà, donc j'ai écrit ce livre-là. J'ai coécrit avec mon épouse qui est médecin aussi, homéopathe et enseignante de yoga. Enfin, on est, Waouh! on est assez barré dans la famille. On a coécrit un livre sur les secrets d'une bonne immunité, hein. Là encore, on a repris on a écrit ça au fait au tout début du premier confinement pour pouvoir justement donner des armes, hein, à toutes les personnes. C'est vrai que maintenant tout le monde dit que contre le Covid, pour avoir une bonne immunité, il faut de la vitamine D, des oméga 3, du zinc, etc. Et c'est vrai que voilà, nous on l'a dit il y a 2 ans en fait. Donc c'était vraiment intéressant de pouvoir développer et partager cette expérience. J'ai aussi coécrit un livre sur l'hypnose dans les situations d'urgence. Ouais. Et donc, j'ai écrit le livre sur le biohacking. Plus de ça, j'ai également créé des méthodes corps-esprit qui ont été publiées par différents médias sur justement l'arrêt du sucre, l'arrêt du tabac, les douleurs chroniques, l'immunité, les acouphènes. Et tout ça, finalement, en l'espace de 2 ans. Et quand les personnes me disent, mais comment, c'est pas possible. Comment quelqu'un normalement constitué peut faire autant de choses? Et moi, je réponds toujours, mais c'est parce que je fais du biohacking. C'est fou. C'est fou parce que déjà rien que quand j'entends médecin, anesthésiste, enfin je me dis emploi du temps chargé, enfin pour moi ça résonne comme ça. Plus écrire des livres, faire des activités, être instructeur d'hypnose, enfin je me dis: «Mais est-ce que tu as du temps, pour profiter de ta famille?» Enfin voilà, faire, des Oui, activités. bah, alors, en fait, tout ça, c'est aussi un style de vie que j'ai développé, hein. Finalement, c'est vrai que je me réveille souvent tôt, souvent entre 5 et Mmh. 6 heures, que c'est vrai que quand je me fais des block time, je suis efficace.
Bon, c'est vrai que parfois, honnêtement, pour être franc, parfois la famille râle un peu parce qu'ils trouvent que je passe un peu beaucoup de temps à travailler. Mais en même temps, c'est vrai que moi j'ai tellement l'impression de ne pas travailler, mais de m'amuser, parce que justement j'aime ce côté créatif, j'aime le partage, j'aime apprendre et transmettre. Parce qu'en fait, pour bien assimiler un concept, il faut le comprendre, il faut l'apprendre, il faut l'appliquer, et après le stade ultime, c'est le transmettre. Quand on arrive à transmettre un concept, c'est qu'on a vraiment intégré. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai ce goût de la transmission. Euh, donc, non, tout ça, c'est une question d'organisation du temps, d'avoir aussi, évidemment, une bonne forme physique, etc. Et Oui. l'idée aussi, c'est de comprendre aussi que comment on peut optimiser les choses d'une manière très simple. Je vais te donner un exemple. Depuis quelque temps, voilà, je me suis acheté un vélo d'appartement où on peut fixer une tablette. Eh bien, tous les jours, je fais une demi-heure à une heure et demie de vélo d'appartement en regardant des séries sur une plateforme bien connue. Par exemple, là, ce matin, je me suis levé à 5 heures, j'ai fait une heure et demie de vélo d'appartement en regardant une série. Donc, finalement, l'idée, c'est de comprendre que tout le monde dit, ouais, faire du vélo d'appartement, c'est rasoir, au bout de 10 minutes, j'en ai marre. Moi aussi, j'en ai marre au bout de 10 minutes. Mais il suffit de se dire, ok, je vais faire ça en regardant une série pour me détendre, je vais faire ça en écoutant un podcast de Soraya, je vais faire ça en regardant une vidéo YouTube inspirante. Donc l'idée, c'est cumuler les choses, et à partir du moment où on les cumule, on se rend compte qu'on peut faire énormément de choses, énormément de choses. On peut même faire du vélo en méditant. On peut faire énormément de choses à partir du moment où on comprend qu'on peut associer les choses et les utiliser en synergie. On se rend compte qu'on peut développer des capacités, qu'on peut développer nos capacités et chercher à optimiser notre corps et notre esprit. Waouh! Non, mais tu as tout à fait raison, c'est une question d'organisation et finalement, on se rend compte qu'on peut y arriver et aussi faire, mettre en place une organisation qui fait sens pour nous. C'est-à-dire que voilà, moi, j'aime bien aussi regarder des vidéos inspirantes sur YouTube, pendant que je fais du sport, généralement. Parce qu'après je sais que j'aurai pas le temps ou que je serai en train de faire autre chose et ça fait sens pour moi. J'aime bien faire ça donc je le fais mais c'est vrai que si je m'engage dans une routine qui me correspond pas, je vais abandonner au bout d'une semaine ou 2 parce que, voilà, ça ne me parle pas. Ça, c'est sûr Par que la motivation, la motivation, c'est la clé de tout. Il y a la motivation, il y a la création des routines, jusqu'à ce que ça devienne des habitudes, en sachant qu'il faut quand même du temps, hein. Je veux dire aussi, ça c'est important, j'ai aussi à mes patients, à mes clients, d'être aussi très humble et bienveillant envers eux-mêmes, parce qu'il y a des personnes qui disent, oh, je comprends pas, j'arrive pas à faire, j'arrive pas à me lever le matin, à faire 50 pompes, 200 abdos. Et ok, ben, faites ce que vous pouvez. Et puis en Ouais, plus, voilà, il faut du temps pour créer des habitudes. On sait très bien que pour créer une habitude, il ne faut pas 21 jours, 28 jours. On sait très bien que selon les neurosciences, il faut d'à peu près 16 jours à 250 jours, avec une médiane de 66, hein, d'après les neurosciences. Enfin bref, il faut à peu près 2 mois pour créer une habitude. Donc voilà, faut être cool avec soi-même. oui, Relax. oui et y aller étape par étape. Étape par étape. C'est ça. Alors moi, il y a quelque chose qui me frappe dans ton parcours, c'est que tu es quelqu'un de très ouvert. Donc, tu t'es intéressé à l'hypnose, à la PNL, au coaching et cetera. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir chez les médecins. Enfin, moi, personnellement, j'en ai pas beaucoup vu. Je m'intéresse aussi à l'hypnose, à la PNL et cetera, mais je alors c'est peut-être mon avis, mais en France, on est encore réfractaire. Il y a vraiment, la médecine, les scientifiques et cetera et tout ce qui est, on va dire, médecine alternative ou pratique, Oui, alors en fait ça c'est déjà un peu en train de changer. Moi j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose en 1998, ouais, donc c'est il y a quand même longtemps. Bon, à l'époque par contre on m'avait dit non, laisse tomber, c'est pas intéressant. Donc effectivement j'ai laissé tomber. J'ai vraiment commencé à pratiquer et à me former à partir de 2006. Donc tu vois, ça fait quand même 15 ans, plus de 15 ans que je pratique. Je vois au début quand je parlais d'hypnose, les gens me regardaient avec des yeux comme ça. Des collègues ils me disaient mais t'es un peu farfelu. Et là je vois enfin euh, maintenant, très souvent, les collègues m'envoient du monde. Voilà, quand il y a par exemple des personnes, je dans une clinique où notamment il y a une maternité, euh, quand, mettons, il y a eu des femmes qui ont eu dans le passé un accouchement un peu traumatisant ouais, et qui doivent repréparer une grossesse ou qui sont très paniquées à l'idée de, d'avoir une chirurgie ou d'accoucher ou quoi que ce soit, maintenant, d'une manière très simple, les gynécologues me les envoient. Dernièrement aussi, il y avait une patiente qui était phobique des ascenseurs. Elle n'a pas de chance pour aller au bloc opératoire, il faut prendre l'ascenseur. ouais. Donc on me l'a envoyé et bon, pour la petite histoire, elle est remontée avec moi
à pied, tranquillement dans l'ascenseur. Donc, voilà, les médecins s'ouvrent à ça. Moi, je vois aussi, ça fait quelques années que je forme des médecins. Au début de mes formations, il y avait très peu de médecins qui s'y intéressaient. D'ailleurs, c'était un peu tout le temps les mêmes qui venaient aux formations. Et maintenant, j'ai des demandes, j'ai de plus en plus de demandes. Ouais. Même dernièrement, j'avais même tellement de demandes qu'on m'a demandé de faire deux groupes, un groupe débutant et un groupe avancé. Donc, c'est mon épouse qui s'occupe du groupe débutant, moi je m'occupe du groupe avancé. Et donc, en tout cas, voilà, maintenant même on a tellement de demandes que mon épouse et moi, on a créé notre propre organisme de formation pour pouvoir justement nous-mêmes continuer à transmettre aux élèves. Et donc, il y a de plus en plus de médecins qui s'intéressent. En fait, les médecins, il y a deux choses. D'abord, ils ont un regard un petit peu critique par rapport à tout ce qui est différent, Oui, euh, parce que, euh, parce que justement déjà c'est différent et qu'on n'a pas été élevé dans cette culture. Mais en même temps, les médecins, c'est quand même extraordinairement des gens pragmatiques. Moi, je connais des médecins qui font de l'acupuncture, je connais des médecins qui font du Reiki, parce que justement, ils sont pragmatiques et se sont rendus compte que ça faisait du bien à leurs patients. Donc, les médecins sont des gens pragmatiques. Après, comme tu le disais, les médecins sont aussi des gens scientifiques. Moi, j'ai une règle extrêmement simple. Si, par exemple, mettons, je dis n'importe quoi, on me dit, je sais pas, est-ce que l'ananas, c'est bon pour l'immunité? Eh ben, moi, j'ai une règle extrêmement simple. C'est ou bien je sais, auquel cas je dis oui, je sais. Si je ne sais pas, je vais sur le site de référence des publications scientifiques internationales, ça s'appelle PubMed. Je croise les mots pineapple et immunity, par exemple, et je vois s'il y a des publications. S'il y a des publications, je dis OK, je vais m'y intéresser. S'il n'y a pas de publication, je dis bah, écoutez, peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, ce n'est pas prouvé par la science. Donc, il faut arriver à trouver le juste équilibre, et ça, les médecins commencent à le faire, entre l'empirisme et la médecine basée sur les preuves. oui, ah oui, et trouver l'équilibre et effectivement, je suis d'accord avec toi, le dire aussi concrètement: «Mais écoutez, ça n'a pas été prouvé, donc voilà, on ne peut pas, l'affirmer aujourd'hui». Alors, en sachant que absence de preuve n'est pas preuve d'absence, hein. Oui, oui, C'est-à-dire que c'est pas parce que un médicament n'a pas été prouvé, hein. Je veux dire, par exemple, on utilise l'aspirine depuis des années, et des années, et des oui, années. On a utilisé l'aspirine avant même de savoir comment ça marchait. Donc, je veux dire, l'empirisme, c'est aussi quand même quelque chose qui fonctionne. Euh, bon, pour la petite histoire, par exemple, moi, je ne vais pas être trop technique, mais l'utilisation de l'adrénaline dans l'arrêt cardiaque est quelque chose qui a été assez empirique. On a commencé à le faire avant qu'il y ait vraiment des études précises dessus. Donc, d'accord. euh, voilà, l'empirisme, c'est important. L'empirisme donne les idées, et ensuite, effectivement, la science est là pour prouver avec des protocoles qui permettent après aux personnes d'adhérer. Euh, les médecins sont plutôt des gens très ouverts, contrairement à ce qu'on peut penser. Après, ce qui est sûr, c'est que ce sont les médecins, je pense, je ne peux pas parler pour les médecins de manière générale, mais les médecins sont des gens qui n'ont pas beaucoup le temps aussi. Oui, Moi, je vois que les médecins généralistes que je forme à l'hypnose, ils ont des consultations de médecine générale qui durent 10-15 minutes. Euh, ils sont débordés. On voit encore avec les déserts médicaux, il y a un manque cruel de médecins généralistes. Donc, si on leur demande en plus de consacrer une demi-journée à faire de l'hypnose, ça coince. je Mais comprends. en même temps, il y a des études qui ont montré que l'utilisation de l'hypnose, par exemple, on parlait de l'hypnose, mais que l'utilisation de l'hypnose par les médecins permettait aux médecins eux-mêmes d'avoir une meilleure gestion du stress et une diminution du burn-out. Donc finalement, c'est bénéfique même pour les praticiens de pratiquer. Ouais, d'accord. Ah bah, merci, pour cette vision, bah, voilà, du prisme médical parce que c'est vrai que moi, de mon côté, je me disais qu'en France, on est, entre guillemets «un peu en retard» à ce niveau-là, mais bon, bah, c'est une vision optimiste, par rapport, aux médecins et à l'ouverture petit à petit de ces autres pratiques qui peuvent être parfois mal vues. Et moi, j'ai une petite question pour toi. Qui Mhm. peut pratiquer le biohacking? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde, quel que soit Oui, l'état de santé, et cetera? bah, de toute façon, à partir du moment où le biohacking est une recherche d'aller au mieux de ses capacités, bien sûr que c'est praticable par tout le monde. D'accord. Je dirais, est-ce que c'est une science, est-ce que c'est une philosophie, est-ce que c'est une pratique? C'est difficile à dire. En tout cas, c'est même peut-être un art de vivre. Tout à l'heure, je parlais de l'art de vivre à la française, mais finalement, le biohacking, c'est aussi un art de vivre. C'est-à-dire que on va faire des choses, on va dire, qui sont connues de tous, mais on va le faire dans une idée d'optimisation. Je vais te donner un exemple. Quand on est stressé, on fait de la méditation et on est moins stressé, par exemple. Ok. Mais quand on est
quelqu'un déjà de pas trop stressé quand on fait de la méditation, ça va augmenter notre focus et notre attention. Donc, on va faire la même chose, mais on va l'utiliser dans une autre philosophie. Euh, un autre exemple, le fait de jeûner. Voilà, ben, si on jeûne, on sait très bien que c'est bon pour la santé. Voilà, on ne sait pas trop bien pourquoi, mais si on sait que finalement, quand on jeûne, on va activer tout un tas de mécanismes cellulaires qu'on appelle l'autophagie, qui va faire qu'on va ralentir le vieillissement, alors on va dire, ok, je jeûne parce que je veux ralentir mon vieillissement. Donc tu vois, c'est le concept. En fait, le biohacking, il y a trois phases. La première phase, c'est tout d'abord déterminer tous les déséquilibres, les débalancements qu'on peut avoir. Deuxième phase, c'est les corriger. Les corriger en général d'une manière naturelle au début. Ok. Et une fois qu'on arrive au maximum de ce qu'on peut faire au niveau naturel, alors à ce moment-là, on va chercher à optimiser. Mais si tu veux, c'est comme imaginer quelqu'un qui irait tous les jours manger des hamburgers et qui prendrait des compléments alimentaires. C'est c'est totalement ridicule. Oui, Par contre, à partir du moment où tu manges des fruits et des légumes en quantité bien comme il faut, des fruits frais, des légumes frais, etc., que tu aies un style de vie qui est bien, une fois que tu as atteint donc le maximum de ce que je dirais la nature peut te permettre, qu'à ce moment-là, tu cherches à prendre des compléments alimentaires, excellent. Tu vois, par exemple, je vais citer un médicament qui est très intéressant, qu'on appelle la metformine. La metformine, c'est un médicament qui est utilisé pour les diabétiques. Un diabétique qui prend la metformine, on va équilibrer son diabète. Par contre, quelqu'un qui n'est pas diabétique, en prenant la metformine devient un médicament anti-âge et anti-cancer. Donc, si d'accord. tu veux, on détourne finalement un médicament pour pouvoir ralentir les vieillissements. Mais faire ça si on a à côté de ça une hygiène de vie dégueulasse, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun Si je intérêt. mange des hamburgers toute la journée, des sucreries, que je prends de la metformine, bah, c'est complètement ridicule. Par contre, à partir du moment où je mange sainement, que j'ai un mode de vie sain et que je suis au maximum de ce que la nature peut m'apporter, oui, pourquoi pas effectivement prendre de la metformine, en sachant que, j'insiste bien, je cite ce médicament, mais c'est un médicament, donc évidemment il y a des contre-indications, des effets secondaires, je n'encourage évidemment pas les auditeurs à se mettre sous metformine sans avoir une évaluation médicale préalable, mais c'est juste pour expliquer le concept. Je peux prendre le parallèle avec la vue. Je veux dire, quand on est myope, on utilise un mécanisme optique qu'on appelle des lunettes qui nous permet de voir normalement. Mais on peut utiliser également un mécanisme optique qu'on appelle des jumelles qui nous permet non plus de voir normalement, de voir encore plus loin. Mais c'est toujours le même mécanisme optique. Oui, 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 je comprends. Ah bah, c'est vrai que l'exemple avec les lunettes et les jumelles, là, ça me parle beaucoup. Je visualise très, très bien et mais concrètement, quand si on a envie, par exemple, moi, j'ai envie de m'y mettre, Mhm. voilà, au biohacking, comment ça se passe? Y a-t-il des séances prévues pour? Combien de séances et cetera? Alors, c'est pas vraiment défini comme tel, comme je disais tout à l'heure, c'est presque plus un mode de vie. Ouais, L'idée, c'est de comprendre les concepts. En fait, d'abord, la première chose, c'est ce que je disais, apprendre à comprendre, apprendre, appliquer. D'abord, c'est comprendre les concepts. Pour comprendre les concepts, effectivement, juste faut étudier. Bah, voilà, c'est pas on peut faire de la publicité pour mon livre ou ma formation. Enfin voilà, on peut se renseigner, que ce soit à travers des livres, des formations ou Internet, hein, sachant qu'il y a oui, beaucoup de choses pas terrible sur le biohacking sur Internet, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de se renseigner. L'idée aussi, c'est de comprendre que tout ce qui est proposé par le biohacking, c'est des choses qui sont prouvées par la science. C'est-à-dire que là, quand tout ce que j'explique, c'est prouvé. J'ai des publications derrière, j'ai des datas, et comme je dis très souvent, je suis désolé, j'utilise un gros mot, mais je suis anti-bullshit. C'est-à-dire que, voilà, dès qu'on me dit quelque chose que c'est pas prouvé ou que, bon, voilà, dès que dès que s'il y a c'est pas des lunaire. dès que c'est trop perché, voilà, moi je dis c'est bullshit. Donc l'idée c'est de comprendre que le biohacking, tout ce qui est dit pour le biohacking, c'est prouvé par la science. C'est pas parce que c'est prouvé par la science que forcément sur toi ou sur moi ou sur telle ou telle personne ça va fonctionner. Donc l'idée c'est d'abord de comprendre les choses, de les apprendre, de pouvoir après les appliquer, de les tester. Alors c'est là qu'on peut passer à une phase suivante de biohacking, qui est en fait l'utilisation de tout un tas d'objets connectés, hein. On utilise parfois certains objets connectés pour voir comment est la qualité de tel ou tel de notre style de vie et comment on peut l'améliorer. Alors par Mmh. exemple, il y a des montres connectées qui permettent d'analyser les différentes phases de sommeil. Donc voilà, l'idée, on se dit, ok,
pour mieux dormir, on sait très bien qu'il faut se lever le matin, regarder la lumière du jour, réorganiser son horloge interne, donc on appelle le cycle circadien, éviter le café après 14 heures, éviter de manger trop lourd le soir. Voilà, donc j'ai tout un tas de petits conseils. Voilà. Bon, et une fois qu'on a fait ça, on peut dormir, on dort bien, et puis on se dit, ok, comment je pourrais améliorer mon sommeil? Alors par exemple, on va effectivement prendre un monitoring qui va dire, ah ok, je me suis rendu compte que je manquais un peu de sommeil paradoxal, alors peut-être qu'il faut que je me couche un petit peu avant ou un petit peu après, ou des choses comme ça. Donc après, euh, on peut améliorer sa vie, parce que justement, on a des datas qui nous permettent de, de se réorienter. À la question, par quoi commencer pour le biohacking, moi je dis toujours, il faut commencer par tout ce qui est naturel. Donc avoir un mode de vie sain, voilà, ça c'est la base de la base. Euh, ça sert à rien d'aller au-delà si on n'a pas ça. Par contre, effectivement, une fois qu'on a fait ça, très rapidement, on passe à l'étape d'après et on cherche à optimiser. Je vais te donner un exemple aussi. Par exemple, euh, si, mettons, je veux augmenter ma concentration et mon attention, je peux faire de la méditation, je peux faire de l'auto-hypnose, je peux faire des exercices mentaux, je peux avoir quelques modes de vie qui, par exemple, vont augmenter l'activité de mes neurones, comme par exemple l'entraînement fractionné à haute intensité. L'entraînement fractionné à haute intensité augmente une substance dans le cerveau qu'on appelle le BDNF et qui favorise la création et la connexion entre les neurones. Voilà. Donc, par exemple, on sait que quand on fait de l'entraînement fractionné, on va créer des nouvelles connexions neuronales. Voilà. Ensuite, on peut aller encore plus loin et on va prendre, par exemple, des plantes dites adaptogènes qui vont nous permettre d'avoir également une meilleure concentration, une meilleure mémoire. Donc on peut prendre des plantes, hein, il y en a plein, la bacopa, la ashwagandha, enfin il y en a plein. On peut aussi prendre des compléments alimentaires pour augmenter nos neurotransmetteurs, de la tyrosine, le tryptophane, etc. Et ensuite, une fois qu'on est bien là-dedans, on peut également utiliser, et là encore, j'insiste bien, je le dis à titre d'information, et je n'encourage absolument pas les auditeurs à le faire, mais en tout cas, il y a dans le biohacking, surtout aux États-Unis, l'utilisation de certains médicaments, on va dire, utilisés dans le traitement du cerveau, qui sont, entre guillemets, détournés pour augmenter la concentration et la mémoire. Après, il y a d'autres moyens aussi. Par exemple, il y a des systèmes de technologie où on se met des lampes rouges très, très, très puissantes dans les narines, et donc ça va ça va envoyer de la lumière rouge très, très puissante sur le sang qui va au cerveau, et il semblerait que ça puisse favoriser également la puissance des neurones. Donc voilà, on utilise tout d'abord la nature. Une fois qu'on a utilisé la nature, on va utiliser éventuellement des plantes, éventuellement des compléments alimentaires, éventuellement voir certains médicaments, mais j'insiste bien, strictement sous contrôle médical. L'idée, c'est de ne pas faire tout et n'importe quoi, et éventuellement de la technologie. Alors, j'insiste bien quand je dis tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, si vous regardez médicaments pour le cerveau, pour avoir un meilleur focus, concentration, vous allez voir certainement apparaître le modafinil, hein, le modafinil donc, qui est un médicament qui normalement est utilisé en médecine dans la narcolepsie. Voilà, aux États-Unis, on peut faire un peu plus n'importe quoi qu'en France. Ouais. Voilà, les gens ils se mettent un peu tout et n'importe quoi sous modafinil. Alors j'insiste bien, c'est un médicament. Il y a des effets secondaires, il y a des contre-indications. Donc voilà, cherchez pas à faire n'importe quoi. Commencez par les choses simples. Euh, et puis voilà, prenez le temps après de vous renseigner auprès des bonnes personnes en tout cas. C'est ça et puis de prendre rendez-vous avec un professionnel, voilà, comme toi, pour avoir des conseils Mm. et ne pas se lancer à l'aventure, sans Non, surtout pas. savoir, surtout si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour faire ça. Voilà, ne faites pas n'importe quoi. Heureusement que c'est quand même très encadré en France, on peut Oui, pas, en France, c'est ouais. très très encadré. Après, bon, le fait que les choses soient encadrées, il y a du très bon, bien sûr, Oui, il y a aussi du moins bon. Par exemple, c'est vrai que aux États-Unis, dans le milieu du biohacking, il est assez commun, je dirais, de se faire des analyses de notre ADN et de prendre vraiment, ou des analyses de notre microbiote pour prendre vraiment les compléments alimentaires adaptés à notre génétique, ce qui en soi est certainement extrêmement bénéfique. Alors après,
voilà, ça rentre dans des considérations éthiques. On n'est pas là pour parler d'éthique, mais donc là, pour l'instant, en France, c'est pas encore autorisé. Ça le sera peut-être à l'avenir. Voilà, aux États-Unis, en Angleterre, c'est une pratique courante de faire son screening de son ADN et de voir là où on peut fatiguer, là où on peut avoir un problème de tristesse. Enfin voilà, donc ça permet de se connaître un peu les prédispositions génétiques et de pouvoir justement anticiper sur d'éventuels problèmes qui pourraient ou non advenir. Ah oui, c'est super intéressant Mm. et tu as déjà testé cette, pratique, cette méthode sur toi ou Elle n'est pas sur autorisée en France. ouais, pas en Donc France, non, oui, non, ouais. Ou tu non, connais quelqu'un qui a déjà ah testé bah, sur lui-même aux oui, aux États-Unis? États-Unis, ils sont hardcore pour ça. Mais bon, personnellement, j'en ai pas spécialement éprouvé le Le besoin. besoin, voilà, parce que je suis pas encore allé jusque-là, parce que je n'en sens pas pour l'instant l'utilité, parce que je me dis que je fais encore plein de choses, plein de choses à faire. Euh, voilà, quand ça sera ou pas, si ça le devient en tout cas, quand ça sera légal en France, oui. Alors, pourquoi je dis ça, c'est pas tant par rapport à l'aspect légal ou autre, c'est juste que le fait que ce soit pour l'instant non autorisé en France montre bien qu'en France, on fait pas n'importe quoi avec l'ADN des gens, c'est-à-dire qu'on va pas se permettre de le commercialiser, parce que le problème de certaines de ces boîtes américaines, hein, c'est très facile, hein, vous allez sur Internet, vous faites DNA test, on vous envoie un tube à essai, vous crachez un tube à essai, vous envoyez aux États-Unis et on vous fait votre ADN. Ouais, Euh, ok, super, mais le problème c'est que la société qui fait ça, qu'est-ce qu'elle va faire des données? Qu'est-ce qu'elle va en faire des données? Et exactement. ça, c'est un peu questionnant, parce que je ne veux pas faire dans un délire de complotisme, hein, même si ça a été très à la mode dernièrement, mais imaginez par exemple que la société vende euh, votre matériel d'ADN, enfin, le résultat de votre matériel d'ADN à votre compagnie d'assurance et qu'ils se rend compte que vous avez un risque de faire telle ou telle maladie, qui va dire ok, on va augmenter la prime d'assurance. Donc voilà, c'est pour ça que moi je pense, moi aussi c'est ma déformation de médecin, hein, je pense qu'on ne peut pas parler biohacking sans parler d'éthique. Donc, Oui, oui, non, mais je comprends et puis le risque zéro n'existe pas donc il y a toujours des petits risques de dérive toujours, et on est en droit de se poser la question de savoir, oui, qu'est-ce qu'on fait de nos données? Comme on parle de données RGPD, voilà, pour un exactement, site internet et cetera. Qu'est-ce qu'on fait de nos données? Tout simplement. exactement. Donc là, c'est Donc quand même le plus intime, hein, notre ADN n'est oui, pas plus non, intime. tout à fait. Donc, Donc voilà, mais du coup, ce que je comprends, c'est que le biohacking, c'est vraiment un art de vivre, vraiment un mode de vie. Et combien de temps ça t'a pris à toi personnellement pour mettre en place, par exemple, des habitudes de vie qui te permettent aujourd'hui, voilà, de faire tout ce que tu fais, d'être performant, hmm, d'être en forme, voilà, d'être c'est, avec moi aujourd'hui en podcast? non, c'est difficile à dire parce que honnêtement, ça a tellement été un cheminement, si tu veux. Bah, ça a commencé, j'ai commencé vraiment ce cheminement quand j'ai commencé, voilà, l'hypnose, euh, la médecine anti-âge, je ne me souviens même plus quand est-ce que j'ai commencé ça, c'était 2016 ou 2017 peut-être. Donc voilà, ça fait déjà quelques années que j'ai commencé justement à tester des choses sur moi, et puis une fois que je les avais testées sur moi, les proposer aux patients. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que juste pour revenir au biohacking, le terme biohacking, parce qu'il fait peur, les gens ils disent ouais, le hacking, etc. Mmh. Il faut quand même voir que c'est juste deux mots, hein. C'est bio, c'est la vie, c'est la biologie, et hacking, c'est le piratage, mais en fait, on pourrait dire c'est la prise de contrôle. L'idée, c'est de prendre le contrôle de notre vie en prenant le contrôle de notre biologie. Parce que, d'une manière très claire, euh, on peut très bien faire tous les coachings de la Terre à quelqu'un qui a pas de motivation. Euh, S'il a un style de vie qui est pas un style de vie de bonne santé, ça sert à rien, il n'aura jamais la motivation. Si on donne par exemple, pour comprendre, la motivation, c'est un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. Euh, la sérénité, c'est un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine. Et bien, il faut savoir qu'il y a entre 70 et 90% de nos neurotransmetteurs dopamine, sérotonine qui sont fabriqués dans le tube digestif. Donc, à partir du moment où on a des problèmes digestifs très importants, parce que on a un problème de microbiote ou qu'on a une mauvaise digestion ou quoi que ce soit, on ne peut pas être bien au niveau mental. Alors, on peut faire tous les accompagnements de la Terre à une personne qui a pas de motivation. S'il a un microbiote qui ne fonctionne pas, ça ne sert à rien.
D'où Donc c'est l'alliance vraiment du corps et de l'esprit. c'est toujours ça. En fait, l'idée, c'est d'optimiser l'esprit en optimisant le corps. C'est d'optimisant le corps en optimisant l'esprit. En fait, l'idée, c'est pour faire ça, de prendre le contrôle de notre environnement. Pirater, hacker notre environnement. Il y a l'environnement externe. L'environnement externe, c'est ce que je vais manger. C'est euh, le stress qui va m'être envoyé. C'est l'air que je vais respirer. Euh, L'environnement interne, ça va être mes pensées, mes émotions, mon microbiote, mes hormones. Euh, à partir du moment où je maîtrise mon environnement interne, où je maîtrise mon environnement externe, je maîtrise ma biologie. À partir du moment où je maîtrise ma biologie, j'ai plus de facilité à maîtriser ma vie. Tout à C'est fait. l'idée. C'est vrai et du coup aussi ce que je comprends, c'est que c'est un travail qui se fait sur le long terme comme tout d'ailleurs, comme tout travail de bien-être, de santé, Tout à de fait. développement personnel. C'est quelque chose qui se construit sur le long terme pour avoir des bases solides et moi ce que je remarque par rapport à tout ce que tu me dis, c'est qu'il faut quand même apprendre à bien se connaître quand même. Bien Comme sûr. tu disais, voilà, avoir des données pour son sommeil. Moi, c'est ce que je fais, traquer mon Tout à fait. sommeil, mes pas et cetera. Mm. Bah, ça se fait, je fais ça depuis quelques années maintenant, mais voilà, j'ai appris à me connaître, au fur et à mesure du temps, et je pense que dans 5 ans, je découvrirai de nouvelles choses sur moi qui me permettront justement d'optimiser mon Bien sûr. environnement, comme tu dis, interne et externe Ouais. et de créer un art de vivre, enfin un mode de vie qui me correspond bien. Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se connaître. Quand les Grecs anciens disaient connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux ou je sais pas quoi, enfin, Oui, ce qui était écrit à Delphes, hein, c'est tout à fait pertinent. C'est-à-dire à partir du moment où on se connaît soi-même, alors quand on dit connais-toi toi-même, souvent on a tendance à penser uniquement à notre esprit, on va dire, hein, quand on dit connais-toi toi-même. Mais en fait, c'est aussi connais-toi toi-même au niveau du corps. Euh, voilà, quelle est ta fréquence cardiaque au repos, quelle est ta fréquence cardiaque après des efforts, est-ce que tu as un temps de récupération rapide ou pas, quel est l'effet de la méditation sur toi, euh, comment tu dors, qu'est-ce que tu fais, quelle est ta routine, enfin, tout ça c'est se connaître, tester, et puis après changer. Je veux dire, je compte pas le nombre de routines que j'ai testées, puis que j'ai abandonnées parce que ça fonctionnait pas assez oui, bien, mais néanmoins, certaines des routines que j'ai abandonnées, je les ai proposées à des patients ou à des clients ou à des amis qui les ont pratiquées et pour eux ça marche très bien. Et c'est oui, super. C'est pour ça que je dis l'important c'est de faire des choses qui sont basées sur la science, mais après les expérimenter pour soi-même et puis de voir si oui ou non ça match. Si ça match, on continue. Si ça match pas, on arrête. Voilà, il faut se donner quand même quelques semaines pour voir. Voilà, par exemple, je sais que le jeûne intermittent, chez moi, c'est bien, c'est bénéfique, donc je vais continuer. Euh, mais il y a des choses que j'ai pas forcément adhéré. Tu vois, par exemple, il y a eu une mode, il y a quelques années, il y avait le livre Miracle Morning qui est sorti. ouais, Et si tu veux, donc le Miracle Morning, ça dit il faut se lever 1 heure plus tôt, il faut méditer, faire du sport, écrire, enfin tout ça. Et il y a plein de personnes qui se sont dit c'est génial, j'adore ça, je fais ça, et c'est super. Puis il y en a d'autres qui disent mais c'est l'horreur, j'arrive pas, je suis fatigué, j'en peux plus, je suis complètement nul, j'y arrive pas, et qui se dévalorisent. Mais à partir du moment où on comprend qu'on a tous ce qu'on appelle un chronotype, c'est-à-dire qu'on a tous une horloge interne différente. Il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont du soir. Tu vois, moi je me lève entre 5 et 6 heures, naturellement, j'ai aucun problème. Donc, pour moi, le Miracle Morning, tranquille. Pour moi, j'ai aucun effort à faire. Et puis, je vois par exemple ma femme qui est plutôt du soir. Moi, je suis matin, elle est du soir. On se demande comment on a 4 enfants, mais en tout cas, ma femme, elle est plutôt du soir. Elle est plutôt pour un peu écouter tard le soir des podcasts, à méditer, etc. Euh, Personnellement, moi, je me couche entre 22h, 22h30, je me couche tôt. Donc voilà, j'ai mes 7 heures, 7h30 de sommeil. Je me couche tôt. Mais euh, donc, l'idée, c'est de se connaître et de faire en fonction de ce qui est bon pour nous. Pour ça, par exemple, tout à l'heure, je parlais du jeûne, il y a des gens qui me demandent, mais quel est le meilleur jeûne? Je dis, mais le meilleur jeûne, c'est celui qui vous convient. Si c'est une contrainte, si vous le vivez mal, si vous vivez ça comme une frustration, attention, qui dit frustration dit compensation. Donc au bout de quelques jours, vous allez dire, ouais, c'est bon, j'en ai marre, je me prends 3 pains au chocolat. ouais. Et on met tout par terre. Oui, exactement. Bah, du coup, on en revient, ouais, c'est vrai, à ça, c'est, se connaître et c'est intéressant que tu aies parlé du Miracle Morning parce que moi, je l'avais essayé il y a quelques années. Heu,
Ça a été un peu difficile. Au début, c'était bien et au bout Ouais, de 2 3 mois, j'ai abandonné parce que je me mettais beaucoup trop la pression. bien sûr. Le matin, il fallait que je lise, faire la méditation, que j'aille Mmh. courir et cetera et cetera. Donc je me suis épuisée, surtout que j'avais un métier où ça demandait de faire beaucoup de routes et Mmh. cetera, donc je rentrais tard, enfin, c'était compliqué et en fait, ce que j'ai appris de tout ça, parce que mine de rien, j'ai appris quelque chose, c'est que quand on apprend, on lit un livre ou là, par exemple, aujourd'hui, on écoute un podcast sur le biohacking, Mmh. toujours prendre du recul par rapport à qui on est. Bien OK, sûr. on me partage des outils, mais qui je suis? Est-ce que ces outils me parlent? Est-ce qu'ils font sens pour moi? Est-ce que je peux les appliquer à ma vie et par rapport à mon mode de vie? Et à ce moment-là, on s'évite des désagréments, de culpabilité parce qu'on n'y arrive pas et que le voisin et la voisine y arrivent et cetera et cetera. Donc c'est vraiment bien que tu aies donné cet exemple parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne. Et d'ailleurs, pour rebondir par rapport à ça, c'est, quelqu'un qui écoute, par exemple, cet épisode sur le biohacking, quels sont tes conseils aujourd'hui à une personne qui débute là-dedans et qui Mmh. voudrait vraiment, optimiser, ses performances et cetera? Quels sont tes conseils, les clés que tu pourrais partager à nos auditeurs? Alors, déjà, pour en terminer avec ce que tu venais de dire qui était extrêmement important, moi je cite souvent un très grand philosophe qui s'appelle Li Junfan. Et Li Junfan dit que quand on veut apprendre quelque chose, il y a 4 étapes. Première étape, c'est absorber tout ce qui nous. Enfin, c'est choisir un modèle. Voilà. D'abord, on choisit un modèle. Aujourd'hui, voilà, dans ce podcast, entre guillemets, le modèle, c'est moi. Et un autre jour, c'est quelqu'un d'autre que va inviter Soraya. Désolé, c'est les aléas du direct, Pas de souci. il y a aucun problème. Donc d'abord, choisir un modèle. Deuxième chose, absorber tout ce qui nous est utile chez ce modèle. Absorber tout ce qui est utile chez ce modèle. Deuxièmement, rejeter tout ce qui est inutile dans ce modèle. C'est-à-dire, dans ce que je vous ai dit, il y a des choses qui vont vous parler, testez-les. Les choses qui vont absolument pas vous parler, surtout vous les mettez de côté. Vous y reviendrez peut-être plus tard, mais mettez-les de côté. Et troisièmement, rajoutez votre expérience personnelle. Voilà, c'est les 4 phases de l'apprentissage de Li Junfan. Bon, pour la petite histoire, je le dis qu'après, parce que si je le dis avant, personne ne m'écoute. Mais Li Junfan, en fait, c'est Bruce Lee. En fait, Ah! Bruce Lee dit ça par rapport aux arts martiaux, mais c'est vrai par rapport à tout. Choisir un modèle, prendre l'utile, rejeter l'inutile et rajouter notre expérience personnelle. Alors, pour en venir à comment commencer par rapport au biohacking, moi, je commence toujours par ce qui me semble être la base de l'univers. Voilà, ça, je vais très loin dans mes propos, mais quelle est la base de l'univers? Comment l'univers a été créé? L'univers il a été créé par quelque chose d'extraordinaire qu'on a appelé le Big Bang, c'est-à-dire une énorme source d'énergie. C'est l'énergie qui a créé la matière. La matière et l'énergie ne font qu'un. Einstein nous l'a bien montré, la physique quantique a renforcé cette conception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être bien, il faut développer notre énergie. Parler d'énergie, c'est quelque chose que tout le monde parle. Tous les coachs disent ouais, il faut augmenter notre énergie, etc. Personnellement, je fais du biohacking, donc si je vous parle d'énergie, je vais aller jusqu'au fond de vos cellules. Dans vos cellules, il y a des usines à énergie que l'on appelle les mitochondries. L'idée, c'est de faire en sorte de booster vos mitochondries. Voilà. Et bien, il y a des petites routines extrêmement simples qui permettent de booster les mitochondries. Le jeûne permet de booster les mitochondries. Diminuer le sucre permet de booster les mitochondries. Bien dormir permet de booster les mitochondries. Prendre des douches froides permet de booster les mitochondries. Méditer permet de booster les mitochondries. Et bien voilà, déjà, si vous commencez par toute cette simple routine, vous allez vous sentir mieux. Alors, pour la petite histoire, euh, justement, dans la clinique dans laquelle je travaille, il y a un centre de fécondation in vitro et qui s'occupe évidemment des femmes en infertilité. Et une fois en discutant avec un ami, un gynécologue très grand spécialiste de la fertilité, il m'a dit que d'après les études, il pense que une des grandes causes d'infertilité, c'est la dysfonction justement de ces mitochondries au niveau des ovules. Et je lui ai dit, bah écoute, je vais te proposer à donner à tes patientes. Alors on ne sait pas ce que ça va donner. Je lui ai dit, voilà, je te propose une routine. Donc je lui ai proposé ce que j'ai appelé la routine mitochondrie. Et ce qui est très intéressant, c'est que voilà, il est encore trop tôt pour dire l'effet au niveau de la fécondité, parce que c'est beaucoup trop tôt on n'a pas encore épluché toutes les données, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes qui ont pratiqué se sentent en meilleure forme, plus d'énergie, avaient eu un amincissement
très simple et se sentant en bien meilleure humeur. Donc déjà, rien que ça, c'est bon pour le moral et c'est bon pour le physique. Donc booster vos mitochondries, c'est le premier élément à faire. Booster notre mitochondrie. Je note aussi pour moi, voilà, Ouais. à titre personnel et dis-moi Denis, où est-ce qu'on peut te trouver si on a envie de voilà, d'avoir des conseils, un peu Ouais. plus poussés, voilà. Alors, moi j'ai un site internet qui est très simple, c'est docteurdenis.com, donc docteur D'accord, Denis Denis, docteur Denis en toutes lettres, docteur en toutes lettres, Denis Denis.com. Si d'accord. vous allez sur le site internet, vous pouvez mettre docteurdenis.com/cadeau et vous recevrez un e-book où justement j'explique différentes choses dont j'ai parlé aujourd'hui. Voilà, je pense que je te donnerai le lien pour Oui, tous que tu les puisses liens. le partager. J'ai également une chaîne YouTube que j'ai ouverte depuis peu, que je vais alimenter à raison d'à peu près deux vidéos par semaine sur différents thèmes de santé. Donc là encore, c'est une manière de rester aussi en interaction avec moi. C'est-à-dire, n'hésitez pas à commenter les vidéos, à poser des questions. Je lirai les commentaires. Je posterai éventuellement plus de vidéos. C'est des vidéos très courtes, elles font parfois 2-3 minutes, c'est très court, c'est des petits tips comme ça. Mais ça me permet de lancer plein de sujets et après de voir ce qui intéresse voilà, mon audience, les gens qui sont curieux. Si après les gens ils me disent, ah bah tiens, c'est intéressant, tu nous as parlé du jeûne, mais on aimerait en savoir plus, ben, je ferai d'autres vidéos. Et puis, voilà, je suis en train aussi de créer des nouvelles formations. Je suis en contact avec différentes personnes, avec des entrepreneurs, avec des sportifs, pour créer des formations adaptées aux uns aux autres pour que le biohacking, justement, puisse s'adapter. Le biohacking, ça peut être utilisé par les gens qui veulent être plus performants, que ce soit les entrepreneurs qui veulent augmenter leur capacité mentale ou leur productivité, leur efficience, que par exemple les sportifs qui veulent être plus en forme, justement avec des mitochondries plus Oui, balèzes. Voilà, donc c'est vraiment, euh, je vais pas dire une mission, mais en tout cas, moi j'ai vraiment le goût de la transmission. J'aime beaucoup apprendre, comprendre, transmettre. Et voilà, c'est tout un côté aussi, ça éveille un côté créatif que j'aime bien développer. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, à me joindre via mon site internet, donc docteurdenis.com, à télécharger le livre, aller sur YouTube, à vous inscrire sur les newsletters, et puis voir envoyer des questions peut-être à Soraya, et puis on se les transmettra. Et voilà, c'est une manière simple et extrêmement agréable de continuer à garder le contact. exactement et je mettrai évidemment tous les liens, dans la description parce que c'est super intéressant et du coup, j'ai envie de te poser la question, quels sont tes projets pour la suite, pour l'avenir? Est-ce que tu as, voilà, tu nous as parlé donc des futures formations que tu es en train de Tout à fait. préparer avec des sportifs, avec des entrepreneurs. Est-ce qu'il y a autre chose? Et voilà. Ah bah, je suis en train encore d'écrire un nouveau livre. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va, mais qui sera beaucoup plus complexe. Celui que j'ai sorti, le premier que j'ai sorti. Le premier que j'ai sorti, c'était vraiment pour voilà, faire connaître le concept, hein. Il est Ouais, publié sur Amazon pour une somme extrêmement modique, enfin sur Amazon et toutes les plateformes, pour une somme extrêmement modique. Donc c'était vraiment pour faire connaître. Donc je vais sortir un livre beaucoup plus poussé. Après, voilà, il y a toutes les formations que je suis en train de mettre en place. Comme je te disais, maintenant je fais aussi partie de l'équipe de Biohacker Magazine aux États-Unis. Donc voilà, c'est encore assez débutant, hein, ça fait très peu de temps, mais je vais continuer aussi là-dedans. J'ai aussi été publié chez Forbes. Donc maintenant, je suis aussi contributeur chez Forbes parce que ça intéresse évidemment ce genre de magazine. Euh, donc voilà, l'activité, elle est très en mouvement. Le centre de formation que j'ai ouvert avec mon époux, enfin voilà, il y a plein de choses, plein de choses à faire. Et de toute façon, je suis tellement euh, boulimique d'apprendre et de transmettre que ça se trouve, je te dis ça, mais que dans un mois, j'aurai encore d'autres d'autres il y a choses encore à... d'autres choses. Il y aura encore d'autres choses, voilà. C'est ça. Oui, et puis comme tu disais aussi, tu n'as pas l'impression de travailler. Pour toi, c'est vraiment Non, un plaisir je donc m'amuse, je et c'est m'amuse. ça, c'est ce qu'il faut donc vraiment félicitations pour tout ça. Merci. Moi, c'est vraiment une inspiration pour moi à titre personnel parce que j'en suis qu'à mes débuts, Mhm. entrepreneurial, donc mais je suis très contente de du résultat, donc bientôt 1 an pour Explore Yourself Coaching et quand j'entends, tout ça donc par rapport à la performance, l'art de vivre et cetera, de quelqu'un de beaucoup plus expérimenté que moi, je me dis que je suis sur la bonne voie. Il y a encore des choses à apprendre, il y a des choses à améliorer, hein, mais c'est pas encore parfait, mais je suis sur la bonne voie et je suis très, très, très contente aujourd'hui
d'avoir pu, entendre tout ça et voilà, Eh de ben, t'avoir dans mon podcast. merci de ton invitation. C'est un plaisir et un honneur toujours d'être invité, de pouvoir contribuer et transmettre à plus possible de personnes tout un tas de concepts, finalement des questions de santé, parce que la santé, voilà, c'est extrêmement, ça paraît tout bête, mais tout le monde dit que c'est notre bien le plus précieux. Ben, c'est vraiment notre bien le plus C'est vrai, précieux. Voilà, comme on dit, comme disait Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. On dit aussi, il faut soigner le corps pour que l'âme s'y plaise. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir une vie plus longue, plus heureuse et plus saine. exactement. Bah, en tout cas, c'est, un joli mot de la fin. Je te remercie encore une Merci à fois, toi. vraiment. Et eh bien, je vous laisserai évidemment tous les liens, donc télécharger les bonus offerts. N'hésitez surtout pas. Je vous retrouve donc la semaine prochaine à 9 heures pour une nouvelle escale inspirante. Et en attendant, n'oubliez pas, soyez votre propre boussole dans les voyages de votre vie. À bientôt. Au revoir. Au revoir.